La victoire de la subjectivité sur la nature était célébrée par les vers suivants dans l'opéra, des vers donc de Kručonik. Tout est bien qui commence bien et n'a pas de fin. Le monde périra, mais nous n'aurons pas de fin. Cependant, pour tous ces artistes qui avaient choisi de choquer et d'agresser le public, il s'agissait au fond de lui faire du bien. Car la peinture d'avant-guerre faisait surtout le bien par le mal. Et ce fut là, sans doute, ce qu'elle avait de plus proprement apocalyptique. Dans la peinture de Kandinsky, il n'y a pas de bataille qui n'a pas la paix à son horizon, pas de tragique sans sérénité, pas de poison sans antidote. Ce juriste, Kandinsky avait fait des études de droit avant de devenir peintre, avait appris lors de ses recherches ethnographiques sur le droit populaire en Russie que, je cite, « le crime absolu n'existe pas et que ce n'est pas l'action, le réel, mais sa racine, l'abstrait, qui fait le mal et le bien. Et finalement, toute action est indifférente. » Autrement dit, les compositions abstraites de Kandinsky, pour la raison même qu'elles choquaient la perception ordinaire du spectateur, s'est montré capable de lui faire du bien en révélant l'esprit. Et c'est évidemment cette même conception de faire du bien par le mal qui va prévaloir pendant la guerre. Alors, le passage des symboles de la fin des temps à la forme finale avait été remarquablement expliqué par un philosophe russe, Nicolas Berdaïev, dans son texte « La crise de l'art » de 1917. Si Berdaïev jouait avec l'ambivalence sémantique du terme « crise », crisis en grec, incluant à la fois le sens du jugement, la crise, donc le jugement dernier, et l'état certain propre aux tensions, aux conflits, c'était parce que pour lui, le jugement avait frappé le corps de l'art bien avant de faire éruption avec la guerre au sein de l'histoire. Berdaïev comparait l'approche symboliste au thème apocalyptique à celle des avant-gardes. Aux artistes symbolistes tels Kurlionis, dont on voit ici un tableau, sonate, Ivanov ou Scriabine, le compositeur, qui avaient une approche additive de l'apocalypse, consistant à ajouter l'esprit, les symboles sur la matière, au risque de l'opprimer et de la suffoquer, Berdaïev opposait les peintures cubistes, futuristes ou suprématistes qui opéraient par soustraction. La fin du temps est exprimée chez ces dernières, les futuristes, etc., ou chez Picasso, comme l'enlèvement de la peau ou de l'enveloppe des choses, comme leur désincarnation. Berdaïev écrivait son texte en 1917. Comme tant d'autres, il reconnaissait dans la guerre la réalisation historique des tableaux. À l'instar des artistes qui dissociaient l'extérieur et l'intérieur, l'organique et l'abstrait, Berdaïev voyait dans la guerre industrielle l'enveloppe d'une guerre spirituelle. Et comme cela s'est passé avant la guerre dans les tableaux de Picasso ou des futuristes, où la figure humaine était soumise à une dématérialisation croissante, selon Berdaïev, l'homme perdait pendant cette guerre son enveloppe culturelle pour atteindre ce noyau que Berdaïev appelait sa barbarie. Donc, si je montre ce tableau, la dryade de Picasso, c'est parce que justement, selon Berdaïev, la barbarie de la guerre a été pressentie par toutes ces figures de Picasso, par ces assimilations de la figure organique au paysage minéral ou à la jungle préhistorique. La question qu'il se posait donc au Berdaïev était de savoir si cette barbarie s'avérerait après la guerre un début ou une fin.
Autrement dit, est-ce que la guerre inaugurait une post-histoire ou une deuxième préhistoire? Pour arriver donc à la guerre, quand la guerre éclata en août 1914, elle s'est pliée comme un gant à l'imaginaire apocalyptique des artistes. Bien qu'ils n'avaient pas tous célébré le commencement des violences, ils s'accordaient dans leur majorité à identifier dans la guerre cette douleur messianique, cette douleur d'enfantement que les tourments apocalyptiques avaient été pour les anciens rabbins. Caillois avait expliqué le mythe de la délivrance comme l'un des aspects de la sacralisation de la guerre à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Nous pourrions ajouter ici que cette capacité génératrice de la guerre était précisément un résultat de la conception préalable de la guerre en tant qu'apocalypse. Les affres de la guerre, transfigurées en douleur d'enfantement, ne devenaient pas simplement tolérables, mais souvent aussi souhaitables. En nous appuyant sur cette graduation du tolérable au souhaitable, nous pouvons proposer une distinction des différentes réactions mystiques des artistes à la guerre. Nous pourrions ainsi préciser que certains artistes, tels Kandinsky ou les expressionnistes activistes, rejetaient la guerre en elle-même, mais ne pouvaient pas s'empêcher de voir en elle une médiation, un passage du passé critique au futur accompli. Mais d'autres encore, comme Marx ou les futuristes, ont célébré la guerre comme un moment inévitable et nécessaire dont les effets purificatoires n'avaient pas d'équivalent. De sorte que le mysticisme de la guerre avait ses disciples modérés et ses disciples radicaux, les disciples du malgré et ceux du parce que. Kandinsky et Rubiner, qui abhorraient en toute sincérité la violence, rejetaient la guerre car ils la jugeaient de près, mais ils se réjouissaient par avance, une fois la guerre finie, de l'irruption des jours meilleurs que ceux donnés par la paix antérieure. C'était donc finalement, et une fois de plus, une question de perspective. Ainsi, un Marx qui lui écrivait « Je vis dans cette guerre. J'y vois même le passage horrible mais salutaire menant à notre but. Elle ne va pas faire prendre du retard à l'humanité. Elle va purifier l'Europe, la rendre prête. » Kandinsky répondait « Je croyais que pour bâtir l'avenir, il fallait nettoyer la place d'une autre manière. Le prix de ce monde de nettoyage est épouvantable. » En dépit de ses propos sur les droits coutumiers de son pays, tous les actes n'étaient donc pas différents pour Kandinsky. Mais il n'en est pas moins vrai que ce qui continuait à compter toujours plus à ses yeux en était la racine des actes. Bien sûr, la racine pour cet homme moderne n'était plus une source remontant dans le passé, mais la prédétermination du sens interne de l'histoire qui devait se réaliser dans le futur. Kandinsky aurait certes préféré un nettoyage de la réalité de son temps sans que soit versée une seule goutte de sang, mais il ne pouvait s'empêcher pour autant de détourner son regard du présent sanglant pour le porter sur l'avenir, exactement comme dans la composition avec le fond clair du tableau. Le principe antilogique restait donc toujours valide. Plus effrayant était le sacrifice de la guerre pour les peintres expressionnistes, mieux fondés lui semblaient les espoirs du rachat.